Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces 2 heures d'infos sur Sud Radio, les médias, puis les débats à 11h moins le quart. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et dans un instant, on va parler de Public Sénat, la petite chaîne qui monte. Christopher Baldelli, son président, sera notre invité dans quelques instants, PDG donc de la chaîne parlementaire, qui va nous dévoiler les nouveautés de la rentrée. Et puis à suivre ce week-end, dimanche, les élections sénatoriales. Il y a un sondage d'IFOP Sud Radio qui nous dit que les Français, ça ne les intéresse pas tellement, mais en même temps que les sénateurs représentent un poids très important et qu'ils en ont tout à fait conscience. Donc tout à l'heure, Christopher Baldelli sera avec nous à 10h15. C'est souvent le Sénat qui bloque l'Assemblée nationale et qui fait que ça revient à l'Assemblée nationale avec des corrections. Le supplément média, ce sera Marie-Ange Casalta qui sera avec nous. Elle présente Enquête d'action sur W9 et c'est un document consacré à la Bravem, polémique s'il en est, brigade de choc en première ligne. C'est une immersion au cœur de la Bravem pour comprendre comment ils fonctionnent et on y reviendra. Et ils sont à visage découvert. Absolument. On va découvrir qui sont derrière leur casque, ces policiers de la Bravem. Absolument, hommes et femmes, mais il y a très peu de femmes, il faut bien le dire. On va tout de suite commencer avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, du rififi à Marseille. Alors je parle pas du pape, non pas du tout, mais à l'OM où intimidation, insulte entre supporters et le président Pablo Longoria, des méthodes mafieuses. Derrière cette rébellion se cache un homme, Rachid Zeroual, qui avait déjà eu la peau de Didier Deschamps, comme le rappelait Quotidien. Avec cette archive, je vous préviens, ça fait froid dans le dos d'entendre Rachid Zeroual. Écoutez bien. Au centre de cette affaire, il y a un homme, c'est lui, Rachid Zeroual, le patron d'un puissant groupe de supporters. C'est lui qui mène la fronde anti-Longoria. Il y a 2 ans, dans le journal Le Monde, il se vantait de son savoir-faire pour faire sauter les présidents de l'OM, les présidents et les entraîneurs. Un certain Didier Deschamps, alors entraîneur de l'OM, a eu affaire à lui en 2012. Et voilà comment ça s'est passé. Récit de Rachid Zeroual lui-même. Il était parti dans un restaurant et je suis allé dans ce restaurant pour aller le remuer un peu. Je lui ai donné un conseil, c'était de partir de l'Olympique de Marseille. Et il est parti de l'Olympique de Marseille. Je l'ai fait trembler de tout son corps. Je lui ai dit que je lui décapsulerais la tête de ses épaules. J'ai vu cette séquence absolument effrayante. C'est incroyable, terrifiante, Terrifiant. Restons à Marseille avec le Julien Bouget de la Canebière qui a toujours des phrases cocasses. Alors c'est lui qui présente le nouveau Ici. Alors c'est Ici Marseille. Dans cet avou, Bertrand Chermeroy en a fait son chouchou. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, je vous avais présenté le Julien Bouget marseillais qui est totalement détendu. Mais il l'est toujours. Non, écoutez, le pape il restera où il est, moi je vais à la pêche, comme ça, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Tellement détendu qu'on dirait qu'il découvre les sujets en direct et qu'il les commente en direct. Sur le parvis de la gare Saint-Charles, les voyageurs pressés ne prêtent même pas attention à l'exposition. Ah si, quand même, il y en a un. Serait-ce un fan ? Je suis pas un fan de rugby, mais bon, c'est un sport que je regarde plus à la télé qu'en fait. Voilà. Peut-être aurons-nous plus de chance avec ce monsieur, qui sait. Je suis belge et en Belgique, le rugby, ce n'est rien. Décidément, pas de chance. Oui, ça fait Groland à Marseille. Peu, ouais. Plus vrai que nature. Alors, j'ai un petit problème mathématique, Valérie. Comptez pas sur moi. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes proche du peuple sur Europe 1 et sur CNews, mais le soir, vous aimez les grandes robes, tout ce qui brille, le luxe et les grands restaurants? C'est un peu la quadrature du cercle de Laurence Ferrari, épinglée par Quotidien. Eh oui, Laurence Ferrari était invitée hier soir à Versailles et elle a adoré. On voyait vraiment que le souverain britannique était très heureux d'être ici en France, très heureux d'être reçu à Versailles. Est-ce que le repas était de grande qualité? Est-ce que les vins... Oui, bien sûr, Pascal. Oui, bien sûr. Je pensais que ce serait beaucoup plus guindé que cela n'était. Mais je comprends que ça puisse choquer. Ah ben oui, c'est compliqué de cracher dans la soupe et en même temps, faut se montrer proche de ses téléspectateurs. Joli numéro d'équilibriste. Pourquoi ça sert au fond ce genre de dîner? Parce que oui, évidemment, il y a des gens qui n'arrêtent pas à boucler leur fin de mois. J'en parle tous les jours sur le plateau de Punchline. C'est vrai notamment que les vins étaient tout à fait exceptionnels. D'ailleurs, on ne cite jamais le prix des vins parce que ça peut choquer les gens. Les gens, ils ne savent même pas qu'il y a des vins à 500 ou 600 euros la bouteille. Évidemment. Ah oui, quand je buvais mon vin et que je mangeais mon canard, je me disais quand même, c'est une honte. Les gens, ils savent pas. Oh, c'est très bon, oh là là, quand même, quand je pense que je mange ce canard aussi cher, oh là là, les pauvres. Ah, c'est honteux.
Non, mais franchement, sérieusement. Et hier, dans cet avou, Pierre Lescure a parlé d'un coffret de 5 disques sous le titre Brel, Brassens, les voisins, parce qu'ils étaient voisins, Brel et Brassens, avec pas mal d'archives. Alors, on commence par une archive de Jacques Brel qui parle des femmes, et puis après, Valérie, je vous emmène valser. J'ai jamais très bien compris. J'ai parfaitement conscience d'être passé à côté de quelque chose. J'en suis pas fier du tout, mais j'ai conscience d'être passé à côté de quelque chose toute ma vie. Ou par paresse, ce qui est fort possible. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier. Ça va, Jacques Brel, vous aimez? Oui, ça, Jacques Brel, j'aime bien. Je me méfie. C'est mieux que Barbara Pravi. Oui, bon, vu ce que vous m'avez confié hier, je me suis dit, oulala, je vais peut-être. Qu'est-ce que je vous ai confié? Ah, vous voulez que je le dise à l'antenne? De quoi? Je déteste Edith Piaf. Ah oui, je déteste Edith Piaf, absolument. Bah oui, mais on peut avoir. Donc je me suis dit, Jacques Brel, on va le tenter. Oui, non, j'aime beaucoup Jacques Brel. Je sais jamais avec vous. Mais c'est ce qui fait le charme de notre duo. Exactement. Merci Gilles. On se retrouve dans un instant avec Christopher Baldelli, le patron de la chaîne Public Sénat. À tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Christopher Baldelli. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de la chaîne Public Sénat, PDG donc de la chaîne parlementaire. Vous allez venir nous parler des émissions de la rentrée. Public Sénat est une chaîne qui compte désormais, j'ai envie de dire. C'est une chaîne qui s'est fait remarquer par les auditions, entre autres, des sénateurs dans plusieurs affaires à plusieurs reprises. C'est une chaîne avec une grille très riche. Il y a des documentaires, il y a des films, il y a des débats. Et je trouve que c'est un paradoxe. J'ai lu votre interview hier dans le Figaro. Vous dites que l'audience a augmenté de 40%. Et pourtant, les Français disent ne pas aimer la politique. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Bonjour. Effectivement, Public Sénat va bien. Public Sénat, d'abord, c'est une petite chaîne, mais c'est une chaîne qui est disponible pour tous les Français, puisque nous avons la chaîne, et certains nous envieraient d'être en TNT, donc en télévision gratuite, donc disponible pour tous les Français. Ce qui est important, puisque c'est une chaîne qui parle beaucoup du travail parlementaire, comme vous l'avez dit, et du travail du Sénat. Donc c'est important, démocratiquement, qu'on soit accessible pour tout le monde. Non, je crois que le paradoxe que vous soulignez, c'est vrai qu'il y a à la fois... On est dans une période où il y a un intérêt très fort, même passionnel pour la politique, qu'on a souvent en France, mais qu'on a de nouveau, je trouve, de façon très forte. Et dans l'autre sens, on le sait aussi, une espèce de... un peu, on parle de fatigue informationnelle. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens, et ils sont nombreux, et parfois plus nombreux qu'on ne pense, qui, avant d'avoir un avis, avant de s'intéresser à la politique, cherchent déjà à comprendre le monde dans lequel ils vivent, en France et de façon plus générale à l'international. Et ça, c'est vraiment les gens à qui on s'adresse, parce qu'on est une chaîne civique et on est une chaîne qui cherche à faire vivre la démocratie. Ouais, vous diriez que les chaînes d'infos aujourd'hui vont trop vite. Vous avez quel regard vous avez sur justement cette rapidité de l'information ? Je vous ferai un portrait inverse en nombre chinoise. Je dirais que Public Sénat est là pour approfondir les sujets, prendre le temps, pour donner de la nuance et pour permettre à ceux qui nous écoutent, à nos téléspectateurs, de comprendre, d'apprendre et de réfléchir. Avec l'émission de Thomas Hugues, entre autres, qui est en quotidienne, où là, pour le coup, c'est le vrai débat avec des vraies oppositions et des thèmes d'actualité. Merci, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on a voulu cette émission, Sens Public, qui est diffusée à 18h sur Public Sénat et rediffusée avec beaucoup de succès à 22h sur Public Sénat. Et cette émission-là, c'est exactement ce que vous dites, Sens Public, Thomas Hugues, on est exactement dans ça. On cherche à comprendre, on cherche à donner du sens. On n'est pas dans ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, dans le débat avec deux extrêmes, où on est très vite dans le clash, dans la polémique. Et au fond, quand on a entendu ces débats à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a compris ? Souvent rien. La chaîne, elle est financée par des finances publiques et dont le Sénat. Comment on fait pour résister aux politiciens ? On sait qu'ils aiment mettre des pressions, que c'est pas simple. Alors quand on est le président d'une telle chaîne, comment on arrive à naviguer avec le petit coup de fil du matin ? Parce que vous êtes indépendant, en gros, c'est ça ? Alors absolument, la chaîne, de par ses statuts, c'est une société. Certes, on a un financement public qui est largement donné par le Sénat, mais on a dans tous nos statuts une vraie indépendance. Je suis en tant que président en charge de cette indépendance
lance. Puis j'ai un peu de métier. J'ai dirigé France 2, j'ai dirigé RTL, je sais assez bien. Vous aviez plus de coups de fil à RTL ou à Public Sénat? Écoutez, à RTL, à France Télévisions. Paradoxalement, je vous dirais, j'en avais sûrement plus à France Télévisions qu'à Public Sénat. Objectivement, notre actionnaire, le président Gérard Larcher, le président du Sénat et l'ensemble des sénateurs ne sont pas du tout interventionnistes sur cette chaîne. Je pense que vraiment, ils ont pris la culture du respect de l'indépendance. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir tout à fait un dialogue sur certains sujets, et c'est naturel avec son actionnaire, mais objectivement, ça fait maintenant 2 ans que j'ai cette chaîne, c'est vraiment, pour nous, c'est pas un sujet. Notre indépendance ne pose vraiment qu'un problème. Vous pouvez être critique avec le Sénat? Mais bien sûr, ça nous arrive. Ça vous arrive aussi. Alors, juste pour rappeler que vous avez été très important à France Télévisions, à cette époque-là, vous aviez déjà lancé un magazine qui s'appelle Complément d'enquête, qui est de plus en plus critiqué. Comment vous regardez les polémiques qu'on voit sur Complément d'enquête? Est-ce que c'est vraiment un État dans l'État? Comment vous vous rappelez d'avoir dirigé ces magazines d'information quand vous étiez le patron des programmes à France Télé? Oui, j'étais le DG de France 2, effectivement. Complément d'enquête, je l'ai lancé avec Benoît Duquesne. Et j'ai une pensée, évidemment, pour lui, qui nous a quittés. C'est vraiment sur une idée de Benoît Duquesne que j'avais trouvée très bonne, qui était en gros... Déjà, à l'époque, c'est intéressant. Hein, on fait de l'investigation, on parle beaucoup de certains sujets, mais c'est important, avec un peu de temps après, d'y revenir, de les reprendre. D'où le titre même Complément d'enquête. C'était pas je fais l'enquête, c'était je reviens en gros sur des sujets d'actualité, des enquêtes qui ont été faites avec un certain décalage. Et effectivement, comme le dit Valérie, on va plus loin, on prend un peu de recul. Je pense qu'aujourd'hui, le concept n'est plus tout à fait le même. Plus tout à fait. Mais est-ce que c'est un État dans l'État? Je sais pas, je suis pas à France Télévisions. Mais à l'époque, je dirige pas à France Télévisions. Non, à l'époque, il n'y avait pas d'État dans l'État nulle part. Ni la rédaction, ni les magazines de l'info. Alors moi, je vais revenir à quelque chose qui est assez émouvant, parce qu'évidemment, quand on est candidat, quand on veut être président de Public Sénat ou d'une chaîne de télévision, puis on doit auditionner, alors soit devant l'Arcom ou soit devant le Sénat. J'ai retrouvé une de votre audition. Vous allez voir, c'est assez émouvant. Puis vous me direz comment on prépare ce genre de rendez-vous capital, parce que vous devez être séduisant pour les convaincre et pour devenir président. Votre chaîne, Public Sénat, aujourd'hui a déjà 20 ans. Je me souviens qu'il y a 20 ans, en avril 2020, je signais et je négociais comme dirigeant de France 2 ce qui était un premier protocole d'accord avec ce qui s'appelait encore à l'époque la chaîne parlementaire Sénat. Et depuis 20 ans, on le sait tous, beaucoup de choses se sont passées en général et dans le secteur média en particulier. Cette chaîne, bien sûr, a touché sa fréquence TNT en 2006, qui lui a donné une visibilité, une notoriété extrêmement importante, mais aussi, durant cette période, on a vu la multiplication du nombre de chaînes gratuites, on a vu la multiplication du nombre de chaînes d'information, et on a vu naturellement l'avènement du numérique et des réseaux sociaux. Oh là là, vous étiez bien, hein, vous parlez bien. Hein. Merci. Ça se prépare. Merci. Ouais, ça se prépare comment, ça, une audition comme celle-là? Alors, 2 choses. D'abord, je voudrais rendre hommage à Jean-Pierre Elkabbach, parce qu'il a été le premier président de Public Sénat, et c'est véritablement partant de zéro, lui qui a lancé cette chaîne, qui a beaucoup évolué depuis, heureusement, puisque là, vous l'avez dit, sur la saison passée, enfin depuis 2 ans, pardon, depuis que je dirige la chaîne, l'audience a progressé de près de 40%. Donc c'est quand même beaucoup. Et elle n'a jamais été à un niveau d'audience aussi élevé. Alors après, quand on est candidat, je crois que c'est assez simple. Quand on est candidat, il faut avoir un projet. Moi, j'ai le tort de beaucoup penser à ça. On a une expérience, on a un savoir-faire à travers les expériences professionnelles qu'on a eues précédemment. Et alors, merci Valérie de dire que je suis un homme de programme. Mais à l'origine... Mais manager aussi. À l'origine, je ne le suis pas du tout. Parce qu'à l'origine, quand j'ai commencé à diriger des médias, directeur général de la Provence à Marseille, puis directeur général de délégué avec Michel Cotta sur France 2, j'étais pas du tout un homme de programme, j'étais plutôt perçu comme un gestionnaire. Mais c'est vrai que dans ces métiers-là, la seule chose qui compte, c'est l'info et les programmes. Et ayant effectivement dirigé des grands médias où il y a beaucoup d'infos, beaucoup de programmes, aujourd'hui, je pense que j'ai effectivement obligatoirement beaucoup d'intérêt pour ça et un certain savoir-faire. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là ce matin aussi, pour nous parler de ces programmes. Alors, on a entendu dans cette intervention, dans votre audition, vous parliez des réseaux sociaux. Et là aussi, Public Sénat a franchi ce cap en étant extrêmement présent avec une activité très importante. Et vous pensez même aller sur TikTok?
Oui, absolument. Alors, on vient déjà au printemps de rentrer sur Snapchat, qui, comme vous le savez, est un réseau qui est vraiment un réseau jeune, exactement, parce que c'est aussi une façon. On sait que la télévision, en moyenne, elle vieillit, la télévision classique. Donc, on cherche à toucher des publics plus jeunes et les réseaux sociaux le permettent. Snapchat, par exemple, aujourd'hui, sur Snapchat, dans les grands médias d'info, on est déjà dans les tout premiers en termes d'audience. Mais les réseaux sociaux, moi, je considère ça comme et l'univers numérique en général, quand on est une petite chaîne, entre guillemets, comme Public Sénat, avec certes vu par tout le monde, mais avec des moyens limités, financiers et humains, les réseaux sociaux sont une formidable caisse de résonance. Oui, ça nous permet véritablement, quasiment aujourd'hui, on a énormément progressé, on double presque, non pas notre audience, mais le nombre de contacts avec nos contenus sur l'ensemble des réseaux sociaux. Oui, mais nos sénateurs, ils sont plutôt de l'époque de Gutenberg. Est-ce qu'ils sont tous équipés ou pas? Parce qu'ils sont âgés, nos sénateurs. Non, je suis pas sûr, ils vont sur Snapchat. Non, détrompez-vous, aujourd'hui, contrairement à l'image qu'on a parfois, d'abord, il y a beaucoup de sénatrices. Ensuite, la moyenne d'âge du Sénat a beaucoup baissé. Alors, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a, je dirais, il y a tout. Et puis surtout, il y a... Non, le Sénat, c'est vraiment bien branché sur tout l'univers numérique. Le président Larcher lui-même est très attentif à ça. Non, on est bien là-dessus. Alors, les nouveautés de cette rentrée, il y a énormément de choses. Déjà, ce week-end, vous allez être très occupés puisque ce sont les élections sénatoriales pour un certain nombre de sénateurs. Il y aura des renouvellements, il y aura des départs, des arrivées. Et évidemment, vous serez présent dimanche en particulier, c'est ça? Oui, absolument. On aura une spéciale toute une partie de la journée de dimanche et notamment au début de la soirée dès 17h30 jusqu'à 22h30. On est naturellement les plus experts sur le sujet. Il y aura sans doute les chaînes d'infos qui en parleront au fur et à mesure, mais véritablement, si vous voulez tout suivre, tout comprendre et en fonction de votre région, voir ce qui se passera pour votre sénateur ou votre sénatrice sur votre région, je vous invite vraiment à venir sur Public Sénat ce week-end. Thomas Hugues à la présentation? Oui, Thomas Hugues à la présentation. De 17h30 à 22h30, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et donc, il y a, je le disais en préambule, une grille très riche et très variée. On peut voir des documentaires, des débats, une émission littéraire donc, qui était auparavant présentée par Denis Oliven, qui ne quitte pas Public Sénat, mais comme il risque de devenir patron d'Editis, il y avait un petit conflit d'intérêts. Et donc, qui va le remplacer? Alors, on a lancé Au Bonheur des Livres, notre nouvelle émission littéraire. Il y a une belle tradition sur Public Sénat d'émissions littéraires, puisqu'il y avait l'émission... Dans la bibliothèque. Absolument, Bibliothèque Médicis, qui était animée par Jean-Pierre Elkabbach. Aujourd'hui, on fait Au Bonheur des Livres. Je crois il n'y a plus que 2 émissions littéraires, à ma connaissance, sur les chaînes de télévision françaises. Il y a celle de France Télévisions et la nôtre. Et on a lancé ce nouveau concept d'émission littéraire Au Bonheur des Livres. Comme le nom l'indique, c'est l'envie de la lecture, l'envie du livre, qui je crois est important dans les vies de tout le monde et devrait l'être. L'année dernière, j'avais vraiment innové, puisque Denis Oliven, même s'il est bien connu, ex-patron d'Europe 1, etc., n'avait jamais fait ce métier d'animateur. Donc j'ai donné la chance à un petit jeune, pas par l'âge, mais par l'inexpérience. Par l'inexpérience. Et il s'est très très bien acquitté durant. Il a vraiment bien fait grandir cette émission. Et aujourd'hui, on a un beau bébé avec Au Bonheur des Livres. Vous l'avez dit, il est sans doute appelé à d'autres fonctions pour le compte dans le monde des éditions. Donc il ne pouvait pas, et on en a convenu, animer cette année cette émission. Et donc j'ai souhaité faire appel à Guillaume Durand, parce que Guillaume Durand, outre le prix Renaudot de l'essai qu'il a eu l'année dernière, est surtout un animateur dont on connaît tous ses qualités, et qui est aussi un grande culture et grand lecteur, ce qui est indispensable, parce qu'on veut que dans ce type d'émission, le présentateur, Valérie connaît bien ça, elle a présenté beaucoup d'émissions littéraires. C'est quand même la première qualité, c'est de lire les livres. Vous n'avez pas pensé à Valérie Expert? Je suis passionné des livres. Elle était occupée, elle avait déjà une émission littéraire. Voilà, je suis votre agent. Avec Gérard Collard. J'ai l'impression que vous êtes plus détendu et plus heureux dans cette aventure que certaines grosses machines ou de gros paquebots. Ici, j'ai l'impression que vous avez plus de liberté et que... C'est différent. Et que finalement, il y a un vrai plaisir d'être sur une chaîne qui n'est pas comme les gros paquebots, mais où vous avez plus la main, où vous pouvez plus créer. Alors, je vous remercie, mais c'est très juste comme analyse. Alors, ceci dit, je crois que fondamentalement, dans la vie, pour moi, la liberté est quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle est jamais totale, elle est souvent contrainte. Et quand on dirige des grosses paquebots comme RTL ou comme France 2, c'est vrai que la marge de manœuvre, la liberté est plus faible, mais c'est aux dirigeants de la créer, de la rendre possible pour ses équipes. Sinon, on fait que toujours faire la même chose. Je donnerai un exemple très simple. Quand j'ai repris RTL, j'ai un peu comme je le fais à Public Sénat, en 3-4 ans,
on a changé presque 100% des programmes, y compris la fameuse succession des grosses têtes avec Laurent Ruquier, auquel depuis 20 ans, personne n'osait toucher. Donc en termes de liberté, normalement, je n'avais pas la liberté de faire ça. Et je l'ai prise. La chaîne Public Sénat partage son temps avec une autre chaîne, celle de l'Assemblée nationale. LCP, LCP, certains disent que il faudrait qu'une seule chaîne pour les deux chambres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a deux présidents, donc deux budgets? Oui, alors très simplement, il y a deux assemblées distinctes pour le compte qui ont vraiment, on le voit bien, dans leur composition politique, dans leur rôle de vraie différence. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la question est un peu derrière nous, parce que ces deux chaînes existent depuis plus de 20 ans. Elles ont montré l'une et l'autre leur pertinence, leur existence. Et en termes d'usage pour le compte des moyens publics, je crois qu'on est très économe des deux côtés. Vous savez, pour prendre l'exemple de Public Sénat, moi, j'ai le même budget qui est légèrement inférieur à 20 millions. J'ai la même dotation publique depuis 2015, c'est-à-dire depuis 8 ans. Donc, alors que nous sommes en période de forte inflation. Donc je crois vraiment qu'on est économe et bon gestionnaire. Eh bien, on sera au rendez-vous de Public Sénat, en tout cas ce week-end, dimanche, pour les élections sénatoriales. Et puis, allez voir les programmes, parce que vous avez aussi un ciné-club qu'on n'a pas annoncé. Absolument, on lance un ciné-club. C'est Perrine Tarnot, qui est la patronne de notre rédaction, qui l'animera, parce qu'elle aime le cinéma. Eh ben, très bien. Et le canal n'est pas très loin, c'est le canal 13 sur la plupart des box. Absolument. Merci Christopher Baldelli d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. On se retrouve, nous, dans quelques instants. On va parler de la Bravem, madame. Absolument, à tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, c'est avec Marie-Ange Casalta. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisatrice. On parlait cinéma avec vous à l'instant. Ce soir sur W9, en quête d'action, Brave M, brigade de choc en première ligne. La Brave M, c'est une unité qui est le symbole aujourd'hui des violences policières, accusée de les provoquer, accusée d'augmenter les tensions. Maxime de la Houplière, le réalisateur, est allé en immersion pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même au sein de cette brigade. J'ai lu que pour lui, qui a une très longue expérience, ça avait été le tournage certainement le plus intense. Oui, ça a été extrême, c'est le cas de le dire, c'était extrême. Les policiers d'ailleurs ont salué son travail, ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un journaliste prendre autant de risques. Ce reportage, c'est une exclusivité, on n'a jamais, dans l'histoire de la télévision française, jamais suivi la Bravem en immersion comme ça. Il y a eu juste des petits reportages de news. Donc là, plusieurs mois d'enquête à leur côté en immersion totale. Donc vous allez voir la Bravem comme vous ne l'avez jamais vue, vous serez vraiment avec eux au cœur des manifestations qui ont le plus dégénéré. Et à visage découvert pour certains. Et à visage découvert pour certains. Comment la police a accepté, comment la préfecture a accepté? Ça a été des négociations très longues. Compliquées. Oui, très long, très compliqué. Ça fait très longtemps qu'on souhaite faire ce reportage et ça a été vraiment le travail d'une équipe pour y arriver, des années pour parler. Est-ce qu'ils ont vu le sujet avant la diffusion? Ils ont vu le sujet avant la diffusion, oui. Est-ce qu'ils vous ont demandé d'enlever des choses? C'est quand même touchy. C'était le deal. Non, mais c'est un sujet touchy quand même, la Bravem. La Bravem, c'est l'unité de police la plus connue de France, mais c'est aussi la plus controversée. Elle est au cœur de beaucoup de polémiques. Donc, c'était très difficile d'obtenir le droit de les suivre, que certains policiers apparaissent à visage découvert. Donc, c'était normal qu'on leur montre le reportage. Et tout s'est très bien passé. Ils ont fait des coupes ou pas? Non, il n'y a pas eu de coupe. Est-ce que vous, une fois que vous avez vu ce 52 minutes, vous vous dites que la Bravem est utile ou pas? Quel est votre sentiment après avoir vu le sujet? Le sentiment, il est très complexe. Il est très complexe. Ce qui est très marquant quand on voit ce reportage, c'est la violence, l'ultra-violence. Voilà. En fait, la Bravem, elle intervient en renfort dans les manifestations qui dégénèrent, donc en renfort des CRS la plupart du temps. Ils interviennent vraiment en dernier recours. Et ils font face aujourd'hui à une violence qui est, vous le verrez, qui est vraiment extrême. La violence des Black Blocs, les ultra radicaux, ultra-violents, l'ultra-gauche pour la plupart, et puis ce qu'ils appellent une délinquance opportuniste. Voilà, des gens qui viennent là, pas pour manifester, pas dans un but politique, mais simplement pour la violence. Voilà, par exemple, on voit dans le reportage, il y a un challenge qui est lancé, un jour où la Bravem va intervenir, ils le savent, c'est de rapporter la photo du policier le plus blessé ce jour-là.
Voilà, donc un sinistre challenge. Donc pour vous montrer un peu l'ampleur de la violence, il y a des scènes, vous l'avez vu, c'est la guérilla urbaine. Bien sûr. Dans Paris, les policiers sont obligés de réquisitionner un hôpital pour un hôpital. Lapsus est révélateur. Un salon de coiffure pour le transformer en hôpital de fortune. Une policière perd ses orteils. C'est ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a énorment de blessés au sein de la Bravem. Des blessés graves. Et des blessés très graves. Mais d'un autre côté, il y a une policière de la Bravem qui dit j'aime la castagne, j'aime y aller. Et on sent qu'elle est contente d'aller à la confrontation. Alors, elle dit pas j'aime la castagne, je me souviens pas de ces termes exacts, mais je crois qu'elle dit l'adrénaline. Voilà, il faut aimer l'adrénaline pour faire ce métier. Elle sous-entend qu'elle aime aller à l'affrontement quand même. L'affrontement, je ne pense pas. Je ne pense pas vraiment qu'ils cherchent l'affrontement puisqu'ils mettent leur vie en danger. Le commandant Lunel, qui est le commandant de la Bravem, me disait que quand il a vu le reportage, il a eu peur. Parce qu'il n'avait jamais vu en fait, son travail comme ça, vu de l'extérieur. Et ça lui a fait très peur. Et il s'est dit, il me reste encore 3 ans de carrière. Il me dit, j'espère que je vais tenir, il m'a dit. Il m'a dit, j'espère que je serai toujours là dans 3 ans. Comment ils réagissent justement aux attaques dont ils font l'objet En fait, ils me disent que quand ils sont dans l'action, ils ne s'en rendent absolument pas compte. C'est un peu les mal-aimés de la police. Ils ne s'en rendent pas compte. Et ils n'ont pas une belle image. Non. Ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, on en parle dans le reportage. C'est un reportage sans aucun tabou. On parle des bavures. Et justement, ils réagissent face à ces bavures. On parle des policiers qui sont passés en conseil disciplinaire. Enfin, voilà, tout est... c'est pas du tout un public reportage. L'idée, c'est de se faire le plus petit possible et de filmer la réalité telle qu'elle est. En immersion totale. Avec des GoPros, avec un journaliste qui a pris tous les risques pour être à leur côté. C'est vraiment ça. Et vous, je voulais savoir quel était votre rôle à vous vous participez. Donc il y a un journaliste qui était en immersion. Il y aura des plateaux ce soir. Exactement. Donc il y a Maxime de la Houplière qui fait un travail extraordinaire, qui était en immersion pendant plusieurs mois à leur côté. Nous, avec Marie Ozna, la rédactrice en chef d'Enquête d'Action, on supervisait la création de ce reportage à distance, en visionnant des images au fur et à mesure, en communiquant toujours avec la préfecture de police de Paris, parce que c'est obligatoire sur ce genre de thématique. Et ensuite, nous avons fait le choix de tourner des plateaux au QG de la Bravem pour que je puisse aller à leur rencontre, parler avec Jérôme Foucault, qui est l'un des créateurs de la Bravem, avec le préfet Didier Lallemand. Donc c'était très important d'aller parler à la personne qui l'a créée. Pourquoi on a créé la Bravem? Et puis je voulais aller voir ces gens, qui sont-ils? Et surtout, la question qu'on s'est posée en faisant le reportage, c'est est-ce que leur réponse est proportionnée? Ça, c'est très important. C'est la vraie question. Elle l'est ou pas? C'est difficile de le dire. Je vous laisserai en juger en voyant le reportage. Je pense que voilà. Je vous propose d'écouter une des premières minutes du sujet. Ça va vous donner vraiment. On va être vraiment à l'intérieur. Vous allez entendre ça. À 24 ans, Sophie est l'une des rares femmes de l'unité. Chef de groupe, malgré son jeune âge, elle doit gérer des situations très dangereuses. Les gars, doucement! Ça ne suit pas là! Il faut avoir une certaine condition physique parce qu'on va être amené à courir, on va être amené à faire des charges, pour savoir gérer son stress. Entre interventions à haut risque pour éviter les dégradations. Ils sont dans une banque actuellement, on va essayer de les toper. Attention, c'est là, vous devez rien faire là! Vers feu, Namir! Ah! Cocktail Molotov, collègue en feu! La banque, elle prend feu à l'intérieur. L'Amir, ça crame à l'intérieur. Et affrontements où les policiers sont parfois pris pour cible. C'est passé quoi? Une grenade qui a explosé sur mon pied. Et elle perd son pied. Enfin, elle perd ses orteils et un collègue gendarme à côté a la cuisse perforée par une bombe artisanale. Oui, c'est effectivement, on voit la violence dont ils peuvent aussi faire l'objet. C'est assez. Alors juste, on va révéler un petit secret. Juste avant que pendant que vous étiez dans le studio, vous parliez avec votre rédactrice en chef pour savoir ce qu'il fallait flouter. S'il y a eu la question parce qu'au dernier moment, qui s'est posé. On s'est posé la question de flouter les blessures. Parce que les blessures sont très importantes. Il y en a certaines qu'on n'a pas montrées. On a fait le choix de ne pas montrer. Et on a décidé de les passer en noir et blanc. Donc les blessures seront en noir et blanc. On a trouvé que c'était un bon compromis. De respect, la dignité de chacun. Moi, ce qui m'a énormément surpris en regardant le doc, c'est que vous révélez quelque chose. Personnellement, je ne le savais pas. C'est que, en fait, ils sont tous reliés avec un casque, avec la préfecture de police. Et c'est le préfet, depuis sa préfecture, qui dit vous faites ça, je vous donne le go, etc. Et donc, on apprend que c'est quand même Didier Lallemand qui les pilote à distance. Et donc, ils sont tous commandés à distance. Alors, moi, ça m'a fasciné, ça. C'est la préfecture de police. Ils ont le go
au dernier moment. En général, ils interviennent vraiment en dernier recours. Donc, ils ont le go de la préfecture et ensuite, ils sont guidés grâce aux caméras de vidéosurveillance dans la capitale. Et c'est vraiment un fonctionnement à part. Ils sont toujours à deux. Qui leur sur dit, une moto. ils sont dans cette rue-là, la préfecture les appelle. C'est incroyable. Exactement. Ce passage-là est incroyable. Et toujours à deux sur la moto parce qu'il y a un policier qui reste sur la moto. En fait, il surveille la moto, tout simplement. Donc, il ne va jamais à l'affrontement. Il est toujours sur sa moto. L'autre, pour le coup, va sur le terrain. Et quand il faut remonter, ils disent à cheval. À cheval. Et là, tout le monde. Et c'est quoi le cri? Parce qu'il faut. C'est quoi ce cri-là? Ça, je sais pas. Ah, vous n'êtes pas intéressé à ça? Ah, bah c'est. Première question. Un Avant bruit de démarrer. de cow-boy, je ne sais pas. Avant de démarrer, ils ont un cri comme au rugby. Pour se donner une sorte d'énergie. Peut-être pour se donner de l'énergie. Vous avez pas remarqué ça? Non, je n'ai pas remarqué. Le à cheval m'a marqué. J'y pense à chaque fois que je monte sur un scooter. Non, à cheval. C'est pas un reportage qui a été fait à la demande de la préfecture pour redorer l'image de la Bravem. Au contraire. Non, il ne voulait pas le faire. Non, au contraire. Ils n'aiment pas trop en général. Mais comme c'est une unité très attaquée et très polémique, puisque certains réclament sa dissolution. Non, parce que c'est pas un reportage qui sert à adorer ou redorer leur image. Vous l'avez bien vu. Oui. Non, mais je vous pose la question. Est-ce qu'il peut sans aucun parti pris se faire aussi dans ce Non, c'était pas du tout une demande à la préfecture. Non, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Je pense qu'à choisir, elle préférerait qu'il n'y ait pas de reportage. 180 hommes et femmes. Combien de femmes sur les 180? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y en a. Ça, je peux vous dire, il y en a. Et ça, je les ai rencontrés. Et quand on les voit comme ça, habillés en civil, on ne peut pas imaginer une seule seconde. Oui, c'est ça. Il y a ce mythe-là dont on a l'impression que ce sont des colosses d'1m80 avec 150 kilos. Et en fait, non. Pas du tout. Il y a de nombreuses femmes. Et puis, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi la seule unité de police qui est constamment accompagnée de pompiers. Ils ont des pompiers avec eux. Il le dit, l'Amir, dans l'extrait que vous avez passé. Et c'était une demande du commandant Lunel, le commandant de la Bravem. Il a dit, je ne travaille pas sans pompiers à mes côtés. Ça vous donne un peu une idée de l'étendue de la violence. Quel est leur rôle? Les blessures, protéger les policiers face à cette violence qui est devenue extrême. Oui, parce qu'ils interviennent. En principe, c'est pas en principe, leur mission c'est d'intervenir contre les fauteurs de troubles. S'il n'y avait pas de fauteurs de troubles type Black Bloc, ils n'interviendraient pas. Contre les plus violents, ceux qui mettent le feu, on le voit dans le reportage, ils mettent le feu à une station de vélo en libre service, le feu dégénère, c'est un immeuble entier qui est en feu. Ils sont obligés d'utiliser le camion lanceur d'eau. Est-ce qu'avec le créateur de la Bravem ou les différentes personnes que vous avez rencontrées, vous avez évoqué, même peut-être en off, j'imagine, pas à l'antenne, un peu ce qui s'est passé avec Touche pas à mon poste et avec les faux, les vrais de la Bravem? Est-ce que il y a une cassure, quelque chose au sein de la Bravem sur cette séquence? Je l'ai évoqué, oui, j'en ai parlé avec l'un des policiers de la Bravem. Alors, il m'a pas parlé de cassure, il m'a juste parlé du fait qu'il avait été choqué par cette séquence, choqué par le fait que les journalistes n'aient pas vérifié que ces policiers faisaient réellement partie de la Bravem. Et vous, les vôtres, c'est sûr? Je vous garantis que c'est sûr. À 100%. J'étais avec eux. Non, c'est sûr. On est même allé voir le créateur de la Bravem. Voilà. Donc c'est ce soir à ne pas manquer, même pour tous nos auditeurs qui critiquent. Qu'est-ce qu'ils disent nos auditeurs? Non, mais certains disent qu'ils sont violents, un groupe qui sont. Ça c'est clair qu'on le voit. On le voit dans le reportage. On voit de la violence qui parfois dégénère, bien sûr, des deux côtés. Donc regardez, vous comprendrez comment ça fonctionne. Je ne dis pas que vous changerez d'avis, mais en tout cas, ça vous explique vraiment le fonctionnement de cette brigade. Et encore une fois, on peut saluer le travail de Maxime. Mais moi, j'ai vraiment, et j'insiste là-dessus, on découvre vraiment que c'est le préfet qui est à la manœuvre et qui décide de tout. Donc quand on attaquait l'allemand et autres, on pouvait se dire mais non, c'est lui qui a la main sur eux. Regardez. Et les policiers sont des exécutants. Voilà, exactement. Et des plateaux qui vont compléter. Et les plateaux, avec l'interview de Jérôme Foucault qui nous parlera justement largement des bavures et des polémiques et autour de la C'est ce soir. Merci Marie-Ange Casalta. C'est ce soir 21h10 W9 enquête d'action Bravem brigade de choc en première ligne. Merci à vous. À tout de suite sur Sud Radio pour les débats.